Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre journal. Dans l'actualité ce lundi, la tenue de la journée internationale de la fonction publique. Anne-Désiré Ouloto rend hommage aux agents du service public et livre quelques perspectives du gouvernement pour l'amélioration de qualité de l'administration ivoirienne. Vous l'entendrez dans quelques instants. À Abobo, dans le quartier Anankwa à Sauté, c'est un ravin qui inquiète. Le gigantesque trou est devenu une menace et crée l'angoisse, l'isolement et la précarité. Constat à suivre. Et puis Julius Maada Bio, le président sierra-léonais, a été élu hier dimanche pour diriger la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest. Il succède au président nigérien Bola Tinubu dans un contexte sécuritaire et une instabilité politique préoccupante. Ce 23 juin marque la journée internationale de la fonction publique et en Côte d'Ivoire, le gouvernement n'est pas resté en marge de la célébration. Anne-Désiré Ouloto, la ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, rend hommage aux agents du service public. Elle livre quelques perspectives du gouvernement pour améliorer de façon qualitative l'administration ivoirienne. Moussa Nikema, Tanguy Kona. À l'instar des autres pays du monde, la Côte d'Ivoire célèbre la Journée mondiale de la fonction publique ce 23 juin. Au nom du gouvernement, Anne-Désiré Ouloto a porté un hommage aux agents du service public ivoirien. C'est un moment privilégié pour rendre un vibrant hommage à toutes celles et à tous ceux qui, dans l'ombre comme dans la lumière, portent haut le flambeau du service public. Je voudrais, au nom du président de la République, adresser à chacun des acteurs de la fonction publique mes sincères remerciements et mes chaleureuses félicitations pour les efforts quotidiens et constants qu'ils déploient au service de la nation. La ministre d'État a aussi profité de l'occasion pour évoquer les perspectives pour un service public de meilleure qualité. Le gouvernement reste fermement engagé autour des axes suivants. La digitalisation complète des services publics, l'instauration d'une culture de la performance et de la redevabilité dans l'ensemble de notre administration, la formation continue et la valorisation des compétences des fonctionnaires et agents de l'État, le renforcement du dialogue social et la consolidation de la paix. Anne Ouloto a également annoncé que l'édition 2025 des Journées de la fonction publique aura lieu du 25 au 28 juin sous le thème « Bilan et perspectives des journées de transformation du service public ». Puisque nous parlons de l'administration, le top départ des compositions assistées par ordinateur a été donné le samedi 21 juin dernier. 10 844 candidats composent pour cette deuxième vague des concours administratifs. C'est la directrice de cabinet de la ministre d'État Anne-Désiré Ouloto qui a fait le lancement des épreuves en appelant les candidats à la transparence. Thiemé Danger, Joseph Zécré. Ministère de la fonction publique et de la modernisation de l'administration. Dans les locaux des centres d'évaluation aménagés, des candidats prêts à affronter les compositions assistés par ordinateur. En face, la directrice de cabinet du ministère hôte, venue s'enquérir de l'état des lieux. À ses côtés, plusieurs collaborateurs avec à leur tête le directeur général de la fonction publique. Les épreuves lancées, place aux précisions tout en rappelant que la transparence et l'équité restent de mise. Il y a 10 884 candidats. Il y a 36 emplois, mais les types d'emplois, ce sont les chauffeurs, les techniciens, les secrétaires qui composent dans cette matière assistée par ordinateur. Compte tenu du fait que dans l'exercice des fonctions qu'ils vont occuper ou des emplois qu'ils vont occuper, ils sont appelés à travailler avec les ordinateurs. Et Madame la ministre d'État lutte contre la corruption et les mauvaises pratiques dans les concours. Donc, c'est de dire à nos candidats de compter sur eux-mêmes et de ne pas compter sur les vendeurs d'illusions. Les premières épreuves achevées, des candidats sont confiants. Les épreuves sont abordables. On pense qu'on va faire notre nécessaire
et puis Dieu fera le reste. On s'est beaucoup préparé, on a fait des recherches sur Internet et tout, donc on a quand même de l'expérience, donc on pense que ça pourra aller. De là, cap est mis sur le lycée technique d'Abidjan-Cocody. Dans ce centre de correction des copies de la session des 14 et 15 juin dernier à Abidjan, un MOL ouvert par le directeur général de la fonction publique. C'est alors le top départ des corrections qui mobilise 116 experts du ministère de l'Enseignement supérieur. Ces acteurs sont également invités à jouer la carte du professionnalisme, de l'intégrité et de la probité pour disposer de notes qui reflètent le niveau des candidats. Sont concernés par cette étape, selon la directrice des concours, des candidats à l'assaut de 83 concours. Si vous aussi avez la fâcheuse tendance d'arnaquer les candidats au concours d'entrée dans les écoles de formation, vous devrez abandonner cette pratique. Un réseau d'arnaqueurs a été démantelé par la gendarmerie nationale. Leur technique, identifier les candidats recalés et leur promettre des places moyennant une somme d'argent. Interpellés, les mises en cause vont répondre devant la justice. Le récit de Thiemé Danger et Kimou Eric. Brigade de recherche d'Abidjan. Hors de la salle de sûreté, s'est mis en cause des faits d'escroquerie portant sur l'intégration à la gendarmerie nationale. Sur la liste, ces 2 meneurs. Le premier passe pour être le cerveau de l'opération qui a foiré suite à la vigilance des hommes du renseignement de l'institution de sécurité et de défense du pays. Informé de la radiation de 120 nouvelles recrues testées positives à la drogue, il se fait passer pour un adjudant-chef, de surcroît, formateur-instructeur à l'école de gendarmerie de Torogué. Il argue avoir 3 places de recrues radiées à remplacer par des candidats recalés. Son compère, directeur d'école en poste à Isia, tente lui de se faire passer pour une victime d'une opération dont il a voulu profiter en montant les enchères à 1 million. Je me suis fait passer pour un agent de Torogué. Le monsieur, je l'ai appelé, je lui ai parlé d'une somme de 500 000. Lui aussi, à son tour, il a appelé les gens et ils ont dit c'est 1 million, 1 million. Moi, c'est 500 000 que je lui ai dit. Il s'est présenté à moi comme étant adjudant de la gendarmerie, formateur. Il dit on a renvoyé 120 élèves de la gendarmerie. Donc, mon capitaine, on lui a donné 3 places. Le capitaine même qui dit à l'école, il dit oui. Il veut me donner 2 mais comme tu es mon ami, moi j'ai dit au capitaine, quand il me donne 2 places. L'autre place, je vais donner ça à quelqu'un. Parce qu'il y a un déficit 120. On va les remplacer rapidement. C'est mon capitaine, même je suis avec lui. Mais comme je ne peux pas le passer, il n'y a pas de problème. En quoi c'est le capitaine qui demande. Comme c'est le capitaine et que c'est le bras droit du capitaine, il n'y a pas de problème. C'est comme ça que j'ai saisi mon frère. Ça, on a mis un conseil, il sait qu'on ne paye pas. Mais il dit, c'est pour remplacer. Il a vu le frère lui a trouvé des gens. À leur côté, 2 complices présentés comme étant les démarcheurs du réseau, l'un vivant à Gagnoa et le second à Lakota, tous venus conclure l'affaire à Daloa, où ils sont épinglés. Ces 2 autres mis aux arrêts se trouvaient sur les lieux de l'interpellation au moment de la remise des sommes demandées. Sortis de leur naïveté, ces victimes plaident désormais leur cause. J'étais au travail à la zone industrielle et c'est comme ça ma tante m'a appelé pour me demander si j'étais intéressé par le concours de la gendarmerie. Je lui ai dit oui, effectivement, que je suis intéressé par le concours de la gendarmerie, puisque cette année j'ai fait le concours de la police, section officier, mais ça n'a pas marché. Arrivé un moment, ils ont échangé là-bas, mon papa m'a rappelé pour me demander que mais, ça a dépassé l'âge, puisqu'on dit l'âge c'est à 25 ans. Il a dit effectivement que ça peut passer. Il a dit que quand il vient en même temps pour la formation. C'est-à-dire dès qu'il vient, il ne retourne plus. C'est-à-dire qu'on fait la finalité, l'inscription, tout. Et puis il rentre à l'école. Raison pour laquelle mon frère lui-même, il était venu préparer. Face à ces faits d'escroquerie tendant à jeter l'anathème sur un corps d'élite, l'institution monte au créneau, faisant des précisions en invitant les populations à dénoncer toute personne qui se livrerait à de telles arnaques. L'intégration au sein de la gendarmerie nationale se fait par voie de concours. Le concours fait l'objet d'une communication abondante chaque année à travers des canaux officiels. Toute information ne provenant pas de ces canaux est donc à ne pas considérer. Il y a des personnes véreuses qui s'adonnent à de l'escroquerie sur les populations en promettant des places. Il est donc important de demander aux populations de saisir la gendarmerie nationale lorsque tout individu essaie de les arnaquer sur la question du concours d'entrée
au sein des écoles de la gendarmerie nationale. Les 6 impliqués dans cette affaire d'intégration clandestine de la gendarmerie nationale vont être mis à la disposition du parquet. Ils encourent une peine de prison et une amende pour des faits tendant à nuire à l'image et à la notoriété d'une institution sécuritaire d'élite. Nous vous l'annoncions en titre au quartier d'Anankwa à Sauté, dans la commune d'Abobo. La quiétude des riverains est mise à mal par un ravin. Le trou, autrefois discret, est devenu si grand qu'il constitue une véritable menace aujourd'hui. Vous allez voir, les habitants vivent désormais marqués par l'angoisse, l'isolement et une phobie qui s'accentue. Le constat de Faltia Koulibaly et Chèque Bleu. À Anankwa à Sauté, quartier Sodessi, la vie a pris un tout autre visage. Ce qui n'était autrefois qu'un petit creux dans le sol est aujourd'hui un ravin béant qui ronge peu à peu la voie principale, unique accès pour entrer ou sortir du quartier. En début d'année, c'était petit à côté même de la sortie ici. Mais avec la saison de pluie qui vient de commencer, vous voyez, en arrière de temps, voilà ce qu'on constate. C'est-à-dire que jusqu'en fin de saison, vraiment, on n'aura plus de route. C'est dangereux pour les enfants, surtout s'il y a une pluie. On ne sait pas que là, il y a un trou en bas. Les enfants viennent, ils s'arrêtent, ils veulent regarder l'eau qui chute. Ça se fonde. Ça va descendre avec les enfants. Donc vraiment, on craint beaucoup. Les enfants, les grandes personnes, tout le monde. Vraiment, on conseille beaucoup aux véhicules, surtout les poids lourds, de chercher à dévier. Pour que vraiment, nous, on puisse passer, nous, les piétons. Parce que comme le constatez, vraiment, c'est un grand trou qui est en bas. Si un poids lourd passe tout à l'heure, ça va s'effondrer et on n'aura plus de route. Donc je crois que pour le moment, c'est la seule précaution qu'on prend. Mais la route n'est pas la seule à trembler. À quelques mètres seulement, des habitations bordent dangereusement le vide. Parmi elles, celle de maman, résidente depuis 4 ans, témoin direct de l'évolution de ce fléau. Vraiment, quand il pleut, on est inquiet parce qu'on n'arrive pas à dormir par rapport au trou. Une année, l'année passée même, il y a eu des morts même. Une famille, donc vraiment on est inquiet. Si vraiment le gouvernement pouvait nous aider. Le trou était un peu éloigné, mais j'ai l'impression que ça, au fur et à mesure, ça s'approche un peu. À ce péril physique s'ajoute une autre détresse, le manque d'eau potable. Depuis 2 mois, les robinets sont à sec dans ce quartier. L'effondrement de la route aurait endommagé les canalisations principales. Les habitants, femmes, hommes et enfants, parcourent plusieurs centaines de mètres pour puiser de l'eau à un unique point d'approvisionnement, devenu leur seul salut. Depuis la pluie a commencé, le trou a commencé à se dégrader et ça a déboîté nos tuyaux. Quand on a fait appel à la Sodessi, ils sont venus coller les tuyaux et ils n'ont pas ramené l'eau. Parce qu'ils disent qu'ils ne peuvent pas travailler, qu'il y a assez de boulot à faire. Mais à cause de ce trou qui est là, ils ne peuvent pas descendre là pour travailler sur le tuyau. Ça fait 2 mois qu'on vient puiser un bidon à 50. Et moto-taxi vient transporter un bidon à 100 francs pour aller. Donc ça nous fait 2 mois, c'est dans ça qu'on vit ici. Et le com, quand la facture d'eau vient, c'est toujours élevé comme si on utilisait le compteur. On n'utilise pas. On peut faire 2 mois, 3 mois, il n'y a pas l'eau. Mais quand la facture va venir, ça va venir 13 000, ça va venir 20 et quelques mille. Donc ça dit à quoi? À Anankwa à Sauté, le ravin n'a pas seulement creusé la terre. Il plonge les habitants dans une anxiété quasi permanente. Pour ces riverains, chaque jour est un combat entre résilience et résignation. Mais jusqu'à quand pourront-ils vivre ainsi, sur ce fil fragile, tendu au-dessus du vide? La compagnie ivoirienne d'électricité fête 35 ans d'existence et pour marquer ce moment, l'entreprise se veut plus proche de ses usagers. Elle a donc organisé aujourd'hui des journées portes ouvertes pour célébrer ce moment. L'événement s'est tenu à la direction régionale Nord, située dans la commune de Cocody. Nadia Eja, Joseph Zekre. Charles Bédé est un abonné de la compagnie ivoirienne d'électricité, CIE. Ce lundi, aux journées portes ouvertes de l'entreprise distributrice du courant, cet utilisateur de comptes prépayés vient d'apprendre une nouvelle qui le réjouit. Aujourd'hui, j'ai vu qu'il y a un clavier qui sera mis à la disposition du client pour ceux qui ont les compteurs prépayés. Il évite que le client se déplace de chez lui jusqu'au compteur. À la maison, tranquillement, tu tapes le clavier et puis tu recharges. Cette cérémonie, organisée à l'occasion des 35 ans de la CIE, a été le lieu pour l'entreprise de se rapprocher du client. Les actions pour innover ont été au cœur de cette célébration, une façon pour l'entreprise d'être plus efficace. On a voulu aujourd'hui permettre aux clients de comprendre ce qu'il y a derrière la prise.
qu'est-ce qui se passe au niveau de la CIE pour leur fournir le courant et pouvoir leur remettre les factures. Et donc c'est l'occasion pour les clients de nous découvrir. Nous sommes engagés à moderniser nos services, à être le plus efficace possible. Les 35 ans de la CIE ont été marqués par la présentation d'une solution technologique interne dénommée Marcel. Un hommage à l'ancien président directeur général, Marcel Zadikessi. Ces innovations nous permettent d'être plus réactifs. On arrive à faire des interventions à distance. Donc toutes les interventions que nous faisons à distance, nous faisons économiser du temps aux clients dans la réparation. Ensuite, nous avons un réseau qui fait plus de 60 000 km. Donc vous imaginez les techniques précédentes par lesquelles il faut que quelqu'un monte sur un pylône pour pouvoir voir s'il y a des problèmes sur ce pylône. Si nous avons des drones, on peut aller beaucoup plus vite, on peut pouvoir traiter beaucoup plus vite les pannes. C'est forcément un impact positif pour le client. Donc oui, nous allons continuer à le faire parce que c'est au service du client. Cette cérémonie a également vu la participation des lauréats des Olympiades panafricaines de mathématiques et du président de la société Mathématiques. L'entreprise agroalimentaire spécialisée dans la transformation et la distribution de produits agricoles, dénommée Olam Agri, a organisé une opération don de sang ce lundi au sein de ses bureaux à Port-Bouët. Cette action a mobilisé le personnel autour d'un geste vital en soutien au Centre national de transfusion sanguine. Olam Agri réaffirme ainsi sa volonté de contribuer concrètement au bien-être collectif, car souvenez-vous, le CNTS a lancé une alerte urgente le mardi 15 avril 2025 à travers ses réseaux sociaux. L'institution fait face à une pénurie de poches de sang. Faltia Koulibaly, Chaque Bleu. Des blouses blanches, une salle aménagée, des poches de sang qui se remplissent une à une. Ce lundi, les couloirs de l'Olam Agri à Abidjan ont pris des allures de centre de santé à l'occasion d'une opération de don de sang organisée par un collectif d'employés bénévoles engagés dans des actions à impact social. C'est la troisième fois que je le fais et j'avoue que c'est à l'initiative de l'équipe ERG du groupe Olam Agri justement que j'ai commencé à faire la première fois ici il y a 2 ans de cela. Et je le fais, c'est devenu donc une habitude. Tout à l'heure, m'a été demandé est-ce qu'on ne peut pas le faire assez fréquemment. Honnêtement, personnellement, je suis disposé à le faire autant de fois qu'il faut, autant de fois que c'est possible de le faire médicalement. Et si l'équipe ERG est d'accord pour mettre cette possibilité-là en place, je serai disposé toujours à donner. Aujourd'hui, j'ai tenu à donner mon sang particulièrement pour aider certaines personnes qui sont dans le besoin, parce que j'ai remarqué qu'il y a plusieurs personnes qui manquent de sang dans les hôpitaux, ceux qui font des accidents, qui n'ont pas forcément les moyens de s'offrir du sang vu que ça coûte un peu cher. Donc c'est comment alimenter les banques de sang pour que ce soit accessible à tout le monde. Ma plus grande satisfaction, c'est d'aider les autres. Et je pense que tant que je pourrai, en tout cas si j'ai encore du sang, je pourrai donner à ceux qui en ont besoin. Un geste simple mais essentiel pour les besoins du Centre national de transfusion sanguine, CNTS. L'année dernière, on avait eu 200 poches de sang sur nos 3 sites confondus, Ferké, Anuassué et Abidjan. Cette année, on espère avoir beaucoup plus de sang, mais au-delà du nombre de poches de sang que nous souhaitons obtenir, c'est plutôt l'exemple que nous voulons donner aux entreprises également à faire ce genre d'action-là pour collecter beaucoup plus de sang et pouvoir soutenir le Centre national de transfusion sanguine. Forte de son succès en Côte d'Ivoire, l'initiative est également déployée cette année au Sénégal, sur 2 sites à Dakar, marquant ainsi une étape supplémentaire dans le rayonnement régional de cette campagne solidaire. Julius Maada Bio, le président sierra-léonais, a été élu hier dimanche pour diriger la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest. Il succède au président nigérian Bola Tinubu dans un contexte sécuritaire et une instabilité politique préoccupante. Il aura entre autres pour mission de faire revenir les pays de l'Alliance des États du Sahel dans la communauté. Pierre Dipomela. Julius Maada Bio, président de la Sierra Leone, succède au président nigérian Bola Ahmed Tinubu à la tête de la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Il a été élu ce dimanche au cours d'un sommet ordinaire des chefs d'État qui s'est tenu à Abuja, au Nigeria. Je passe maintenant le flambeau à mon grand ami et cher frère, son Excellence le président Julius Maada Bio de la Sierra Leone. Nous devons également faire face aux problèmes aigus et persistants qui continuent à entraver nos aspirations. Parmi eux,
On trouve actuellement les menaces pour la sécurité, l'extrémisme violent et d'autres crimes transfrontaliers dont l'intensité n'a cessé de croître et de s'aggraver. L'Afrique de l'Ouest est confrontée à de graves défis sécuritaires et une instabilité politique préoccupante. Des coups d'État et tentatives de coups d'État ont touché presque la moitié des pays membres originels de la CEDEAO durant la dernière décennie, créant des tensions entre voisins. 3 pays dirigés par des juntes, le Mali, le Burkina Faso et le Niger, ont quitté l'organisation ouest-africaine cette année, créant leur propre bloc, l'Alliance des États du Sahel, AES. La tension est montée d'un cran dans le Moyen-Orient cet après-midi. L'Iran a confirmé avoir ciblé une base militaire américaine au Qatar, cela en représailles au bombardement de 3 sites nucléaires iraniens, tout en précisant que cela ne posait aucune menace pour le Qatar. Pierre Dipomena. En réponse à l'attaque des États-Unis contre les sites et installations nucléaires iraniens, les forces armées de la République islamique d'Iran ont frappé la base aérienne américaine d'Al-Udeid au Qatar, selon le Conseil de sécurité nationale iranien, dans un communiqué qui précise que le nombre de missiles utilisés était le même que le nombre de bombes que les États-Unis avaient utilisées pour attaquer les installations nucléaires iraniennes. La base terroriste américaine d'Al-Udeid au Qatar a été la cible d'une attaque de missiles puissante et destructrice. Cette base sert de siège au commandement de l'armée de l'air américaine et constitue le principal atout stratégique de l'armée terroriste américaine en Asie occidentale. Le message derrière cette action décisive des fils de la nation dans les forces armées est clair et direct, à l'attention de la Maison-Blanche et de ses alliés, la République islamique d'Iran s'appuyant sur Dieu Tout-Puissant et le peuple fidèle et fier d'Iran ne laissera en aucun cas sans réponse toute agression contre son intégrité territoriale, sa souveraineté ou sa sécurité nationale. Les bases américaines, ainsi que les cibles militaires mobiles dans la région, ne sont pas des points de force, mais plutôt des points majeurs de faiblesse pour ce régime belliciste. Des débris des missiles iraniens ont été interceptés au-dessus de la capitale qatari. L'attaque sur une base américaine au Qatar n'a pas fait de victimes, selon un responsable américain qui a confirmé les tirs. Et voilà, c'est sur cette note que nous arrivons au terme de ce journal. Merci aux équipes techniques de rédaction. Je vous remercie aussi de l'avoir suivi. Passez une excellente soirée sur la nouvelle chaîne ivoirienne.